octobre dernier, le journaliste et fondateur des Cahiers du football, Jérôme Latta, publiait un ouvrage nommé Ce que le football est devenu, dans lequel il établit un bilan des 30 dernières années de dérégulation financière qui ont touché le football. Un ouvrage qui fit débat au sein même de notre comité exécutif, mais qui aura le mérite d'ouvrir le débat sur le football des années à venir et la tournure que nous aimerions qu'il prenne. Dans les années 90, plusieurs événements servent de marqueurs temporels pour expliquer le football d'aujourd'hui. La création de la Première Ligue et la réforme de la Ligue des Champions en 1992, par exemple. Ces événements sont le point de départ d'une élitisation du football où les grands clubs vont capter une majeure partie des richesses générées par le football à travers les droits de diffusion. L'arrêt Bosman en 1995 est lui aussi un marqueur important à l'origine de la libéralisation du marché des transferts. Le joueur devient alors un actif spéculatif permettant le pullulement des jeux d'agents et le développement d'une nouvelle forme de culture footballistique axée sur le spectacle dans laquelle l'avènement d'Internet et des jeux vidéo vont jouer un rôle déterminant. Dans les années 2000, l'argent abonde dans le football, de nouveaux acteurs débarquent dans les clubs, avec l'arrivée des mécènes aux ambitions politiques et des entreprises dans le capital des clubs, laissant certains clubs dans des situations financières très compliquées un peu partout en Europe. Au même moment, les contrats de sponsoring explosent et ces fameux clubs deviennent des marques, les stades deviennent des boutiques à ciel ouvert et les maillots des produits marketing. Dans les années 2010, l'arrivée des fonds souverains et des fonds d'investissement fait basculer le football dans une autre dimension. L'inflation toujours plus forte du marché des transferts qui en découle fait une nouvelle fois le jeu des grands clubs qui s'accaparent des meilleurs joueurs et confisquent les trophées. Le fair play financier fera office de régulateur sur le papier mais n'empêchera que très partiellement cette élitisation du football. D'un autre côté, les conséquences d'une telle dérégulation se font sentir positivement sur le jeu. Les staffs s'étoffent, les innovations technologiques comme la data envahissent le football, la compétence se diversifie et on assiste à une hyper-professionnalisation du football. Le spectacle atteint peut-être son paroxysme à la fin des années 2010, avec notamment la rivalité entre Liverpool et le Manchester City de Pep Guardiola, un club de Man City qui incarne très probablement ce qui sera le football des années 2020, une machine dirigée par un maître tacticien programmé pour aller remporter des compétitions toujours plus longues, dopée par des ressources financières quasi illimitées et allant piocher ses atouts dans ses filiales de clubs. Car oui, multipropriété de clubs et gigantisme des compétitions semblent bel et bien être les maîtres mots de la décennie à venir. Des aspects qui ne semblent pas vouloir réguler les dirigeants des grandes instances, désormais plus enclins à imaginer des matchs de 80 minutes découpés en cartons pour favoriser une culture du highlight au profit du jeu et satisfaire leur quête de pouvoir et de profit plutôt que de penser à un meilleur football. En 2015, Canal+ réalisait un documentaire pour se projeter sur le football en 2050. La finale de Ligue des Champions opposait le Red Star au Shanghai Football Club. Les joueurs étaient équipés d'exosquelettes améliorant leur qualité physique et la technologie avait une part essentielle dans le déroulé du match. Une dystopie qui interroge sur le football que nous laisserons réellement dans quelques années à Michel Drucker. La dérégulation du football à outrance perdurera-t-elle? Les quelques modèles vertueux qui existent encore aujourd'hui, comme en Allemagne, survivront-ils? Thibaut Leplat sera-t-il le Pierre Bourdieu du football? Et David Glusman sera-t-il le nouveau Dodo la Saumure de l'Oise? J'espère que nous réussirons à répondre à toutes ces questions existentielles dans ce 10e épisode du Comex. Quel football laisserons-nous donc à Michel Duclerc, pardon. Et comme on ne change pas une équipe qui perd, je suis toujours accompagné de mes fidèles acolytes. Plus aucune story sur ces pâtisseries, mais un magnifique bonnet orange de Didier Roustan la semaine dernière. Comment s'est passée cette semaine d'after, Thibaut? Très bien, très bien. C'était très bien. J'ai eu droit à un appel de Jean-Michel Roussier pour qui semblait ravi de ce que j'avais dit sur la brune. Donc voilà, ça a été la cerise sur le chapeau orange. Très bien, magnifique. Un petit déplacement prévu à Lyon demain matin pour lui. C'est plutôt histoire de rendre un dernier hommage à Gérard Collomb ou pour aller casser du militant d'extrême droite, JB? Alors c'est plutôt pour rendre un dernier hommage à ton club de football préféré, hein, celui qui va bientôt disparaître. Oui. Et voilà, ça t'apprendra à ne pas me citer et à pas faire de vannes sur l'avenir du football. C'est-à-dire pour toi, l'avenir du football et moi, ça n'existe pas. Merci. Je m'en excuse. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il sera la caution communiste de cet épisode de ce soir. C'est en tout cas comme ça qu'il matisait son intervention toute la journée. Prêt à en écoute, David? Parfaitement. Et alors, moi je viens de l'Aisne, pas de l'Oise. En fait, c'est un des Pardon, trois départements. Saint-Quentin, c'est dans l'Aisne, effectivement. Oui, Je suis axonais. je sais pas. Je suis Alors, axonais. pour être tout à fait honnête, cette introduction a été écrite 5 minutes avant le début de l'émission et je me suis Ça va, on s'en est rendu compte, je te rassure. Voilà. Ok. Une balle perdue, je prends. Et Gazo, Hamza, Frisk Orléans, il a côtoyé la semaine dernière tous les grands intellectuels de ce monde. J'espère que tu t'es un petit peu mouillé la nuque avant de commencer l'émission, Flo. Ouais, mais malheureusement, l'eau était beaucoup trop chaude. Mais Ouais. non, tout va très bien. Tout va très bien. Ouais. De grands poètes, j'aurais rêvé amener Thibaut à l'un de ses concerts. Sympa, Frisk Orléans. Ah, mon Dieu. Sympa. On a imaginé Je suis allé à un spectacle de stand-up la semaine dernière, mon Dieu. Oh là là.
Ah, tu t'es mon infligé ça? Dieu. Non, on lui a infligé d'après ce que j'ai compris par message. Attends, oui, un oui, non, spectacle mais- de stand-up ou un comedy club? Non, un comédie Ah. club avec plusieurs personnes. Ah, il avait plusieurs à la qui- suite, c'était pas un Voilà. spectacle pendant 1h30. Et là, je suis en train de t'imaginer en train de faire du stand-up, Thibaut, et je me dis que là, je paierais pour voir ça. Bah, c'est marrant parce que nous, on a imaginé les conversations entre Thibaut et justement tous les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Ça aurait ça été royal. m'intéresse. Non, ça m'intéresserait à la limite de parler avec eux. C'est leur public, moi, qui me consterne. À la limite, eux, bon, pourquoi pas. Mais au moins, ils ont réussi quelque chose. quoi. C'était C'est pas des gens qui ont joyeux, réussi hein. quelque chose, donc tu Ouais. te dis, ils ont des choses peut-être à dire, quoi. Ou à brailler. Très bien. Bon, on organise ça un jour. En attendant, on va basculer évidemment sur notre sujet du Mais jour. attends, j'ai eu ma période hip-hop, hein, mais c'était pas le même que maintenant. Maintenant, c'est Ouais, autre chose, oui. en fait. C'est pas- T'as écouté Ayam une fois dans les années 90, quoi. Non. Oh, il respecte le Wu-Tang un peu, toi. Vraiment. Espèce de jeune, là. Je rigole, évidemment. Je sais vous qu'il- raconterai Bon, la fois où je sens que tu vas y- j'ai produit un spectacle de rap, de hip-hop, et ça sera quand on sera Ouais, un peu plus, un peu plus tard. Un peu plus tard dans un la peu soirée. plus tard. Ouais. Bon, les gars, quel football allons-nous laisser à Michel Drucker? C'est évidemment notre sujet du jour. Avant de le commencer, je fais mon petit pitch habituel. N'hésitez pas, si ceux qui nous écoutent, à nous soutenir. Vous avez plusieurs façons pour ça de le faire. Vous pouvez évidemment vous abonner et suivre tous nos réseaux sociaux et nos plateformes d'écoute pour recevoir les petites notifications, activer les cloches, etc. Ou alors vous pouvez faire des dons sur notre cagnotte LOASO que vous retrouvez évidemment sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, c'est hyper important pour nous. Donc voilà, si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Si Michel Drucker nous écoute, Euh, d'ailleurs, il peut nous soutenir. Je pense qu'en 75 ans c'est de vrai. télé, il a déjà assez gratté. Il peut rendre un peu. Oui, c'est vrai qu'il puis il doit avoir un Non, peu mais de... c'est sûr qu'en disant ça va lui donner envie de Ouais. nous aider là. C'est vrai que c'est- Bah, surtout qu'il Michel, nous on écoute t'aime. régulièrement, ouais, donc c'est... Michel, on t'aime. Voilà. On va peut-être le guigner. Hein. Bon, Thibaut Leplat, je vais vous laisser Ouais. débuter cette conversation. Merci. Quel football allons-nous laisser à Michel Drucker? Michel Drucker, dont on rappelle qu'il a fait ses débuts en 1964 comme stagiaire du service sport de l'ORTF. Donc c'est un confrère, je crois même qu'il a commencé avant Jacques Vendroux, ce qui nous amène quand même dans une archéologie Ah, c'est du Jurassic Park. football. hein. Là, donc Ou Astérix. Il y a une 1964. ressemblance avec Astérix, Jacques Vendroux, je trouve. Non? Ouais, oui, c'est vrai. Et donc qui a une longue carrière à la télévision. Et donc Michel Drucker, qui est un peu une sorte de grand-père permanent, de doyen permanent. Et donc se poser la question de savoir quel monde on va laisser à Michel Drucker, c'est-à-dire quel monde on va laisser à ceux qui vont nous survivre, pose la question très claire de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre à Michel? Qu'est-ce qu'on va laisser à Michel, lui-même qui nous aura transmis au moins France-Brésil 86, son dernier match commenté à la télévision. Il raconte d'ailleurs qu'il l'a commenté par erreur. Enfin, c'est une anecdote qui est pas très intéressante. Enfin, et un téléfilm sur la vie de Michel Drucker aussi, ça avait donné lieu dans ma famille à un débat familial de Noël. Qui démarrait par ma tante. Mais quand même, le film de Michel Drucker, vachement intéressant. À ce moment-là, je me suis levé dans un silence, enfin un fracas et en même temps un silence et un visage consterné. J'ai quitté la table en refusant d'entamer un débat sur l'héritage de Michel Drucker. Voilà. Bon. Où est-ce que tu vas avec cette intervention, fin de Thibaut, la là parenthèse. C'est toujours l'occasion de raconter sa C'est vie. Père Castor. C'est ça. fou, il a Raconte-nous une gâché histoire. la moitié de son temps pour parler de cette anecdote de Michel Drucker. Tout ça, ouais, c'était l'occasion de raconter ma vie. Donc, la transmission du football. On vit dans un univers où le football est omniprésent, qui ne cesse de battre des records d'audience. Je regardais tout à l'heure les chiffres de la dernière Coupe du Monde. On est à 1,5 milliard de téléspectateurs. Une audience, une part de marché là, en finale en France de 80%. Quand on regarde les top 10 des audiences en France, 8 sont des matchs de football, top 20, 10 sont des matchs. 2 millions de copies du jeu FIFA vendues tous les ans. La finale de Ligue des Champions rassemble dans le monde tous les ans entre 380 et 400 millions de personnes. On est donc sur un phénomène massif, universel. Et il y a quelque chose d'incongru à se demander ce qu'on va transmettre, dans la mesure où transmettre, ça voudrait dire donc que quelque chose est
peut-être en voie de perdition ou quelque chose risque de se perdre. Quand on a un phénomène aussi massif, on se demande quelle est la pertinence de cette question. Alors pourquoi j'avais envie qu'on se pose cette question-là? Parce que je crois que il faut faire une première distinction entre ce que serait transmettre et consommer. La consommation, par essence même, par étymologie, c'est ce qui disparaît au moment où on l'absorbe. La consommation, elle est digérée et puis évacuée. Il ne reste rien d'un produit consommé. Or, la consommation, c'est précisément l'usage que l'on a le plus fréquent maintenant du football. Partout, il faut acquitter des droits, des péages, il faut regarder des matchs les uns derrière les autres, sans qu'on ait même le temps de les mémoriser. Tous les 3 jours, et encore on est gentil, tous les 3 jours, c'est sur les bonnes semaines. Vous avez quasiment au moins un match par jour, à part le lundi. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast est enregistré le lundi soir, parce que c'est le seul match où il y a jamais, enfin c'est le seul soir où il n'y a pas encore de match de Ligue 1. Parce qu'il y en a en Espagne, il y en a en Angleterre, en Allemagne, je crois aussi, pas en France encore. Ouais, en Ligue 2 Serie A, voilà. Donc le football est omniprésent et plus on le consomme finalement, moins on le transmet. Et c'est un peu le paradoxe de cette affaire. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre un produit qu'on produit à l'identique, qu'on répète, qui se caractérise par sa répétition. On produit des voitures, on produit des services, on produit des objets qui sont standardisés, qui se répètent. Alors, parfois ils sont sur mesure, parfois adaptés, mais qui ont tous en commun l'idée de disparaître au moment d'être consommé. On produit donc des spectacles, mais on ne produit pas de culture. Et la différence, je crois, entre la transmission et la consommation, c'est l'idée de durabilité. Il y a l'idée d'œuvre, ça va être une idée d'Hannah Arendt, l'idée que ce qui caractérise le monde de l'œuvre, dit-elle, elle distingue le monde de l'action, le monde de l'œuvre. Le monde de l'œuvre, c'est la durabilité de ce qui est produit, c'est-à-dire quelque chose qui nous survit, quelque chose qui reste. C'est le domaine de la culture. La culture, par définition, et c'est la différence par exemple, entre la culture et la consommation, c'est que plus on consomme, plus on divise. En revanche, plus on se cultive, plus on multiplie. Plus la culture se partage, plus elle grandit. Plus un produit est consommé, plus il disparaît, plus il se divise. Il y a quelque chose d'immatériel dans la culture. Alors, pourquoi faire du football un objet de culture? Et peut-être parce que pour moi, le football, ça c'est vraiment un titre personnel, et j'ai écrit un peu là-dessus, il doit être considéré comme un objet de culture du fait de son aspect massif, mais aussi du fait qu'il a en lui-même 2 composantes essentielles, qui me semblent être les composantes de n'importe quelle production culturelle. 1, la mémoire, 2, le langage. La mémoire, évidemment, parce que c'est le rituel des compétitions. Ce sont les compétitions qui ritualisent la mémoire. C'est parce qu'il y a des compétitions qu'on peut se souvenir des matchs. C'est elles qui scandent le rituel, c'est elle qui donne le début, le milieu, la fin d'une aventure. Alors, vous allez dire, il n'y a rien qui ressemble plus à une compétition qu'une autre compétition, certes, mais ce ne sera jamais exactement la même. Et c'est la compétition qui permet de scander, de commenter et donc de se souvenir. Mais qui dit mémoire dit aussi repos. Hein, c'est dans le sommeil qu'on se souvient, c'est au moment où on s'arrête, qu'on est capable, c'est le moment où l'enfant dort qu'il grandit, c'est le moment où on dort qu'on apprend, que notre corps enregistre les informations. Donc qui dit mémoire dit repos. Or, la consommation à l'extrême du football empêche toute forme de repos, et donc empêche toute forme de mémoire. C'est à mon avis le premier écueil. Et deuxième élément, le langage. Et là, le langage est lié, le langage est ce qui permet de formaliser cette transmission. C'est par le langage ou c'est de formaliser cette mémoire, c'est par le langage le codage de la mémoire se fait par le langage. Or, le langage, s'il est standardisé, industrialisé et répété comme il l'est dans la consommation courante, il est résumé à une recension de résultats selon un langage codifié, selon un langage ritualisé, comme on peut lire dans l'immense majorité de la presse sportive et maintenant dans les réseaux sociaux. Le langage est réduit, le langage est réduit à sa seule fonction utilitaire, en évacuant sa fonction métaphorique, sa fonction symbolique. On perd l'autre élément essentiel du football, qui est l'élément de langage. Donc, à mon sens, quel monde va-t-on laisser à Michel Drucker? Quel football va-t-on laisser à Michel Drucker plutôt? C'est se demander qu'est-ce qui est digne d'être transmis dans le football et comment on va s'y prendre. Comment on va s'y prendre pour le transmettre?
parce qu'on transmet quelque chose, hein, et à quelles conditions. Dernier point, je m'arrête là-dessus. Je dis transmettre, c'est-à-dire transmettre, je l'ai pas dit au début, j'aurais dû commencer par ça. La transmission, c'est le vocabulaire de la mécanique. C'est le vocabulaire c'est un mouvement qui est un mouvement qui est transmis, qui est j'avais noté. C'est un mouvement qui passe d'une pièce à une autre. C'est ça une transmission. Et c'est donc la transmission, c'est un moteur, c'est une énergie. C'est pas un objet. La transmission, c'est pas une discipline. La transmission, c'est une certaine manière de produire du mouvement d'une pièce à une autre. C'est le vocabulaire de la mécanique. Hein. La transmission, quand vous faites la transmission de la direction, la transmission électrique, quand vous n'avez pas d'alternateur dans votre moteur, c'est vraiment une énergie. Et donc, on entend par transmission l'idée que le football, c'est une énergie. La culture, le football comme objet culturel, c'est une certaine manière de faire passer des habitudes. L'habitude, pourquoi? Parce que le football, avec son spiritualisé, c'est le point qu'on disait tout à l'heure, avec le langage qui permet de le passer à un plan symbolique, c'est-à-dire de métaphorique, qui permet de se souvenir et d'activer la mémoire, le football est une certaine manière d'habiter le monde. Habiter le monde, et il faut le tenir exactement dans le sens propre, c'est-à-dire à la fois comme un habitat, comme un refuge, mais aussi un endroit où on a des habitudes. Qu'est-ce que c'est que vivre dans un endroit? Qu'est-ce que c'est que conquérir un endroit, si ce n'est conquérir des habitudes? Il y a quelque chose de merveilleux dans le football, quand on le pratique depuis longtemps, quand on le suit depuis longtemps, c'est qu'il vous l'emmenez avec lui partout. Et avoir des habitudes de football est une manière de reconquérir le quotidien en le ritualisant, et peut-être aussi un peu en lui donnant un peu de merveilleux, qui est le merveilleux de la compétition. Et donc je crois vraiment que transmettre le football, c'est une certaine manière de reconquérir l'habitude, comme une certaine manière d'enchanter, si je puis dire, le quotidien. Merci beaucoup Thibaut. Et je vais laisser la parole à JB. C'est toujours un bonheur de passer après Thibaut parce qu'on se sent tout de suite plus intelligent et après on se rappelle de ce qu'on va dire et là on se dit que bon, il y a encore une marche quoi. Donc j'enchaîne. Alors quel football allons-nous laisser à Michel, hein? D'abord une chose, c'est que le football a été créé par les pauvres, volé par les riches et aujourd'hui par les États. Ça c'est ma première constatation. Ce que nous allons laisser à notre petit Michel national du haut de ses 81 printemps, c'est cette spoliation, son détournement, mais pas seulement. Pour moi, la première angoisse aujourd'hui, c'est plus celle de sa disparition, mais c'est celle de sa trop grande transformation. Aujourd'hui, quand vous regardez un match, c'est un commentateur furieux qui hurle sans arrêt alors qu'il ne se passe rien. C'est des équipes dignes de la NFL avec 50 joueurs, dont seulement 11 sur le terrain. 14 ralentis, la VAR dans tous les sens, c'est l'impression de regarder un match FIFA. Bon, en clair, c'est l'ère du soupir permanent, quoi. Donc, je laisse les autres lire l'excellent dossier de l'Afterfoot, la revue sur la gamification du football. C'est passionnant, et donc je ne vais pas m'amuser à plagier justement ça, mais il y a un constat. Cédric Maillard. Voilà, exactement. C'est qu'aujourd'hui, le terrain ne suffit plus. Et c'est peut-être là où il y a un vrai problème, c'est que notre football a muté plus que l'ensemble des Tortues Ninja réunies. Oui, chacun ses références. Il a été débordé par sa toute-puissance et par son bruit permanent. Moi, ce qui me touche le plus, c'est ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, le football que l'on va transmettre au petit Michel, c'est un football de riches, d'influenceurs et clubs d'État. C'est un football où le conflit d'intérêts, le nombre de followers et le rapport de puissance sont devenus la norme. C'est un football qui est plus géopolitique que jamais, un football d'élite qui exclut et où la visibilité prime. Alors que certains, comme Jérôme Latta, appellent à repolitiser le football, en bons militants qu'ils sont, je pense qu'il faudrait au contraire le préserver de cette dérive. Ce qu'il faut, c'est d'abord le protéger de lui-même et de ceux qui veulent son bien, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Trop, c'est trop. À force aussi de tout voir et d'en voir tout le temps, il y a un moment donné où on ne regarde plus de football. C'est comme une femme qu'on a désirée, et puis qu'on a épousée, et puis qu'à un moment donné, on laisse s'éloigner. Ce que je souhaite au petit Michel, c'est de vivre le plaisir de supporter son équipe sans se préoccuper de savoir qui sont ses propriétaires. Que ce soit à Auxerre ou à Al Nasser, il faut retrouver le plaisir, le vrai désir du football. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on transmette au petit Michel. C'est tout l'inverse de ce que nous vivons. Ce que je lui cède, c'est un football sans Gianni Infantino, où les enjeux l'emportent sur le jeu. Un football où le ballon reste plus important que les milliards qui l'accompagnent.
Mon vœu pour le football, c'est finalement le sortir de ce qu'il est devenu depuis à peu près 10 ans. Le football façon NBA, j'ai adoré ça, mais je pense que ça nous tue. Un peu comme la grenouille dans la marmite. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a une quinzaine d'équipes capables de gagner une Ligue des Champions, une trentaine dans le monde qui sont intéressantes, et les dizaines de milliers d'autres peuvent mourir. Finalement, ça pose pas plus de problèmes que ça. Peut-être que notre football est mort avec Tapi, Vivement Dimanche et les 90s. L'ère d'Olas, finalement, ça a confirmé ça. Aujourd'hui, le football, il a changé, hein, comme on dit. Avec Abramovich, Nasser, Vadim, John et tous les autres. On est aujourd'hui gouverné, en tout cas le foot est gouverné par des amis, et ces amis, c'est la finance et la puissance. Donc on laissera ça à David. Mais aujourd'hui, le petit Michel, il a plus envie finalement de savoir ce qu'est un fonds souverain, de comprendre ce qu'est les bidas ou d'essayer de comprendre la MCO. Moi, ce que j'aimerais qu'on transmette au petit Michel, c'est le retour de l'espoir. C'est celui, par exemple, de croire que le talent de Ryan Cherky, il n'est pas uniquement sur YouTube et sur les réseaux, mais qu'il peut aussi finalement se voir ailleurs. Ce football, finalement, insupportable, omniprésent, illisible, presque cacophonique, tout le monde en parle, ça fait beaucoup trop de bruit. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'on est sorti de la Matrix ou qu'on est trop vieux pour apprécier ça, mais j'en ai marre qu'on ait besoin d'experts pour expliquer pourquoi Bordeaux va pas remonter, pourquoi Lyon reste dernier, pourquoi Ronaldo a signé en Arabie Saoudite. Et je fais partie de ce système, hein. Mais ce que je souhaite transmettre au petit Michel, c'est ce plaisir simple de regarder une équipe sans avoir un MBA en business ou un PhD en géopolitique. Et le symbole de ça, c'est la Première Ligue. On en avait parlé lorsqu'on avait abordé Beckham. Mais la Première Ligue, jusqu'à Cantona et Beckham, c'était formidable. Aujourd'hui, j'espère qu'elle mourra de sa belle mort avec Chelsea et les sanctions qu'on va réserver à City. On dit que le poisson pourrit par la tête. Moi, j'ai un peu l'impression qu'avec le football qu'on va laisser à Michel, il y a un peu de ça. C'est pas un héritage, hein, c'est une malédiction. C'est un football d'artifice comptable et de détournement. C'est un plateau de jeu, finalement, où les acteurs jouent des rôles et s'en servent, à défaut de véritablement servir le football et de le développer. Moi, j'ai envie de penser aujourd'hui que si le twirling bâton avait plus de puissance que le football, on serait tous derrière. Alors, fort heureusement pour nous, on n'est pas des majorettes, mais il suffit de regarder ce qu'est devenu le paddle par rapport au tennis, et on peut comprendre ça. Alors, c'est peut-être du romantisme, hein, mais j'aimerais que le petit Michel, avec ses 81 ans, il puisse revivre cette magie-là. C'est-à-dire qu'on laisse la place aux footballeurs, à ceux qui le font, qu'on arrête de penser façon Disney et qu'on pense plutôt façon Platini, en tout cas avant qu'il se retire sur les plages de Cassis. Les épreuves exotiques, les last dance où Messi et Ronaldo s'invitent pour vendre leur camelot et leur story marketing, c'est sympa, mais à un moment donné, c'est usant. Visite Saoudi, Qatar Tourism, Abu Dhabi, les milliardaires comme Motstepe, Boeli et compagnie, là encore, ils feraient du bien à tout le monde s'ils allaient voir ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est du terroir, c'est de l'authenticité, hein, c'est le bonnet de Giroud, c'est cette ambiance qu'on a avec les non, j'allais dire avec les bad gods, mais c'est juste pas possible. Ce que j'ai envie de transmettre au petit Michel et aux enfants, c'est simple, c'est un football qui finalement sort de cette avidité et qui aujourd'hui fait de nous peut-être le camp des perdants. L'histoire du football est en train de nous échapper, son avenir est en train de s'écrire autrement, ailleurs. On n'a peut-être plus la main, mais ce que j'ai envie, moi, de laisser à Michel, c'est la possibilité du choix, l'idée que le pouvoir de choisir, c'est peut-être aussi ça. Alors, on n'est pas dans le take-back control, hein, des Brexiters ou des extrémistes. Tu parlais de réenchanter son avenir, c'est exactement ce que j'ai écrit, Thibaut. Je pense qu'il faut ne rien céder sur la Super League, les matchs en bois et les Coupes du Monde à 48. Michel, avec le COMEX, on a envie de t'offrir un futur, une alternative. J'ai pas de solution. J'appelle juste à la résistance et à la conscience. Et je laisse la parole à David. Eh ben David, à toi. Donc non, mais merci JB pour cette transition. D'ailleurs, tu mentionnes la Coupe du Monde à 48. C'est vrai que ça va faire partie de ma démonstration. Moi, ce qui me désole, j'ai pas envie d'être outrageusement négatif, mais moi, ce qui me désole dans le football d'aujourd'hui, et ce que je souhaiterais que le petit Michel change ou pas d'ailleurs, c'est le fait que on a un football qui est de plus en plus capitaliste, qui est de plus en plus financiarisé, mais où on essaie de minimiser par tous les moyens la probabilité et la possibilité d'échec.
C'est-à-dire qu'on est dans un football où on échoue quasiment plus. L'essence même du sport et de la compétition, c'est qu'il y ait très peu ou un vainqueur et beaucoup de vaincus. L'échec est concomitant à la notion de compétitivité de sport. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des nombreuses réformes que cet échec était lentement mais sûrement banni. Alors, je vais vous donner 3 exemples concrets. Un qui est issu du football des nations et deux du football de club. Et dans 2 mouvements qui sont différents, puisque d'un côté du football des nations, on l'élargit, et du côté du football de club, on cherche à le réduire par tous les moyens. Mais le but final, c'est, je le répète, de diminuer ou de réduire la possibilité d'échec à la portion congrue. Donc concernant le football des nations, c'est l'élargissement sans fin de ce football, du football des nations, donc des compétitions à but, à visée essentiellement politique. Pour commencer par la Coupe du Monde, pour vous donner en fait quelques chiffres, on a commencé à 13 en 1930, à 16 en 1934, et après on a mis quasiment 50 ans pour passer à 24. Et désormais, tous les 20 ans, on augmente. On était 32 en 98, on sera 48 en 2026. Donc c'était 22% des fédérations, donc inscrites à la FIFA, seront qualifiées. On a heureusement évité les 16 groupes de 3, mais pour vous donner encore quelques chiffres, des notions pour parler en pourcentage, il y a 20% des équipes africaines qui seront qualifiées, 30% des équipes européennes, 70% des équipes sud-américaines, 20% des équipes nord-américaines et 20% des équipes asiatiques. C'est-à-dire que une compétition qui était la compétition reine, qui était une compétition attendue tous les 4 ans, heureusement on n'est pas passé à 2 ans, qui était une compétition d'excellence, on l'ouvre pour des raisons électoralistes de plus en plus, qui en ressort une dilution du niveau, une perte d'intérêt des éliminatoires et de la dramaturgie des qualifications. C'est-à-dire que nous, on fêtait l'anniversaire de France-Bulgarie. Avec Thibaut, on en a parlé énormément lorsqu'on s'est vu. C'est un match qui nous a tous les deux marqués. On est vraiment la génération Kostadinov. Le doublé de Mamadou Sakho pour les plus jeunes, le penalty de Womé, où Womé se fait brûler sa maison en fait. Ensuite, toutes ces éliminations en fait, c'est quelque chose qui a forgé notre mémoire collective. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera de moins en moins parce que de plus en plus de monde participe. Idem, beaucoup de victoires, d'ailleurs Thibaut l'a écrit dans la revue de l'After, se sont bâties sur des désillusions. Il n'y aurait pas eu de France 98 s'il n'y avait pas eu France-Bulgarie. Il n'y aurait pas eu de refonte complète du système de formation anglais, la création de Saint-Georges, qui est le Clairefontaine anglais, s'il n'y avait pas eu en fait toutes ces désillusions. Moi, j'ai vu l'élimination pour la Coupe du Monde contre la Croatie de l'Angleterre dans un pub à New York. C'est quelque chose. Dans les défaites, dans les éliminations, le foot de haut niveau demande d'élimination, se construisent les plus grandes victoires et se forge la mémoire collective. Pour l'Euro, c'est pire en fait, puisque on était dans une formule un peu bâtarde jusqu'aux années 78-80. On est passé à 16 en 96, à 24 en 2016. Désormais, à 32, ce sera écarté. Mais désormais, il y a même les meilleurs troisièmes de poule à l'Euro qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce qui fait qu'il y a 43% des équipes qui inscrites qui jouent la phase finale, et il y a 30% des équipes inscrites à l'UEFA qui jouent le tour final d'un Euro. C'est-à-dire qu'on a complètement baissé le seuil d'exigence de la compétition. Il y a une équipe sur 3 qui est inscrite, et ça compte San Marino, Gibraltar, Liechtenstein, il y a une chance sur 3 de jouer un huitième de finale de la plus grande compétition continentale. Ensuite, je vais quitter le football de nation pour parler de 2 phénomènes du football de club qui justement visent à minimiser drastiquement la notion ou la possibilité d'échec. C'est le système du parachute qui est particulièrement prégnant en première ligue, qui a été introduit en 2006-2007 pour éviter justement le risque de faillite en cas de descente de division inférieure. Le parachute, c'est quoi? C'est une somme qui est très importante, c'est 100 millions de pounds, sur 3 ans, qui est versée aux équipes
qui descendent de Première Ligue en Championship pour amortir le coût financier de la descente. Donc, essentiellement, la perte de revenus de droits télé. Mais le risque, et c'est même pas un risque, parce que c'est avéré. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a créé une ligue fermée au sein du Championship. Il y a des équipes qui montent de Ligue 1, qui touchent 7 à 8 millions d'euros de droits télé en Championship, et des équipes qui descendent de Première Ligue, qui touchent 30 millions pendant 3 ans, tous les ans. Donc ça fait qu'on a ce que les Anglais appellent des yo-yo clubs. Ça peut être Leeds, ça peut être Norwich, West Brom, ça peut être Sheffield United, Burnley, Watford, qui font le yo-yo parce que ils sont pas assez forts pour la Première Ligue, mais trop forts financièrement pour le Championship. Et il y a des voix qui s'élèvent énormément au sein de l'English Football League en disant que ça peut être contre-productif parce qu'il y a des clubs comme Derby County, comme Sheffield Wednesday, qui ont tellement dépensé, qui ont tellement pris de risques financiers pour justement contrecarrer ces équipes qui bénéficient de parachute, que ça les a mené quasiment à la disparition. Derby County, ils étaient à 1 semaine de disparaître. Ensuite, le dernier exemple du cloisonnement par l'argent et justement de cette volonté d'annihiler par tous les moyens, ou par beaucoup de moyens, la possibilité de l'échec, c'est la gouvernance de la LFP. C'est le système de play-off qui cloisonne de plus en plus la Ligue 1. Certes, on a pris le plus mauvais des play-offs allemands et anglais. C'est-à-dire que pour monter en Ligue 1, en Ligue 2, il y a un match entre le 4e et le 5e, puis le vainqueur joue contre le 3e, puis le vainqueur joue en aller-retour contre le 16e de Ligue 1. Très franchement, c'est-à-dire qu'un 4e, 5e de Ligue 2 n'est jamais monté en Ligue 1 depuis qu'il y a l'instauration de ce play-off. Donc, il y a un cloisonnement par le format des compétitions. Et après, on en a parlé, bien évidemment, un cloisonnement par l'argent, puisqu'il y a CVC, la répartition de la manne CVC. On a donné 200 millions d'euros à Paris qui n'en avait pas besoin, qui n'en demandait pas tant. On a donné 90 millions à l'OL, qui est désormais lanterne rouge, et l'OM, qui est dans la deuxième partie de tableau. Et on a donné 80 millions à qui? À Lille, à Monaco, qui a à sa tête un milliardaire, à Nice, qui a Ineos, et à Rennes, qui a Pinot. C'est-à-dire que toute la manne toute la manne financière issue de ce fonds d'investissement a été en grande partie fait pour donner de l'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin, au détriment de l'intérêt global de la compétition. Mais c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Idem pour la nouvelle répartition des droits télé. Si ça ne dépasse pas un certain montant, la prime, la part qui est liée à la notoriété passera à 50%. La notoriété, c'est quoi? C'est le nombre de diffusions en prime time sur les 5 dernières années. Donc en fait, la Ligue 1, ça devient un peu une boîte de nuit dans laquelle vous n'êtes pas habitué, mais on ne vous laisse jamais rentrer. Donc en fait, vous ne pouvez jamais devenir habitué. Donc moi, ce qui me dérange, et je vais m'arrêter là, c'est le fait que le football, qu'on aime, c'est essentiellement la compétition, c'est beaucoup des défaites, et on a tous connu des défaites plus ou moins marquantes, quelles que soient les générations. On avait la discussion la dernière fois à la rédaction de l'After en disant mais qu'est-ce qui est pire? Alors les plus jeunes disaient mais moi c'est la finale contre l'Argentine. Moi je disais mais vous n'avez pas connu France-Bulgarie. Et d'autres disaient mais moi j'ai connu la remontada. Mais on se souvient en fait tous des défaites marquantes. On est tous un peu parano. On a tous l'impression que notre club est maudit, que nos anciens joueurs marquent toujours contre nous. Mais au final on essaie de minimiser cette notion d'échec qui est pourtant essentielle au football, à la compétition et qui marque la mémoire collective. Merci beaucoup David. Je vais laisser Flo prendre la main cette fois-ci pour évidemment nous parler de sa petite revue de presse hebdomadaire. Alors, il semblerait qu'on s'inquiète pour l'avenir du ballon rond, messieurs. Vous avez pourtant mis en garde il y a 2 semaines, David et son amour des Girondins ont une très mauvaise influence sur le groupe. David, c'est un peu le Ryan Cherki du Comex, le Raquel Garrido de 11e art, un véritable troublion incontrôlable. Non mais franchement, Thibaut, ton club est 2e de Ligue 1, qu'est-ce qu'il te faut de plus? JB, on est leader, Neymar et Messi sont partis, on a enfin un coach. Putain, mais tout va bien, messieurs. Et David, lui, dans sa profonde détresse et son aveuglement, en vient à nous faire croire qu'il s'intéresse plus au parcours des écureuils d'Itancourt qu'à la saison de ses Girondins. Alors que dans le même temps, il ne cesse de harceler Thibaut en le poussant à rejoindre sa Ligue MPG de Ligue 2 BKT. David, faut vraiment lâcher ce téléphone et reprendre un peu de Coca Zéro. Non mais sérieusement, c'est quoi le problème, messieurs? Là, on dirait des Michel Serres en crampons. Moi, je ne crois pas à la théorie du c'est moins bien maintenant, ni de celle disant que vous étiez juste jeune avant. Déjà parce que je me le permettrai pas.
Mais alors, que se passe-t-il? C'est peut-être votre paternité qui vous fait vous questionner sur ce qu'on laissera à vos enfants, Aline Renaud et Jacques Vendroux. Bon, c'est sûr qu'avec Val, on n'en est pas encore dans ce genre de problématique et de questionnement. Non, Val, les seules interrogations qu'il se pose, c'est de savoir quel Olympique lyonnais lui a laissé Jean-Michel Aulas, dans quel état John Textor lui laissera le club, et quand est-ce que cette putain de loi E20 disparaîtra enfin. Parce qu'il en a ras-le-bol de faire croire qu'il supporte le Red Star en national juste pour engloutir des bières avec alcool à Bauer, car c'est juste encore amateur. Non, Val, il supporte l'OL, et il doit sombrer dans l'alcool sans aller à Saint-Ouen, comme David, quoi. D'ailleurs, Val, je vais te le dire, parce que l'histoire est en marche au cœur de cette merveilleuse saison, je sais tout. J'ai tout vu, j'ai vu le film de la saison, je sais comment vous allez vous sauver. Votre maintien, vous le devrez à Bruno Genesio. Et c'est là que vous êtes au-dessus de tout. C'est Rami Bensebaini et Rennes qui avaient poussé au départ forcé de Genesio en 2019 après la défaite des Lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Le Stade Rennais que Genesio rejoindra justement en 2021 avant de se faire licencier il y a quelques jours donc après la défaite face à l'OL qui signait là sa seule victoire de la saison à ce jour. Et maintenant que plus rien ne va pour Grosso, on peut légitimement se poser la question de savoir si l'éleveur de Rennes le plus connu de France ne serait pas le sauveur dont a tant besoin son club de cœur. Mais pire, pour les supporters au bras tendu, on dit les supporters Gaunes. Leur club semble atteint du syndrome vert de l'Europe, comme l'écrit Chérif Guémour pour le site d'Eurosport. Un syndrome qui avait déjà touché son rival stéphanois pendant presque 3 décennies après l'affaire de la Caisse Noire en 1982, condamnant le club et qui avait suivi la politique onéreuse et plus que coûteuse du président Roger Rocher, obsédé par la victoire en Coupe des clubs champions avant de connaître la descente en D2 dès 1984. Comme Saint-Étienne, Lyon est un club mythique qui a continué de souffrir de son glorieux passé, de sa propre légende, tout en s'enfonçant dans la nostalgie, pour finalement finir par perdre le lustre de son institution, tentant en vain le retour de ses légendes, Juninho ou Sonny Anderson dans les coulisses, pour raviver la flamme à l'instar de Larquet ou Rocheteau chez les Verts. À moins finalement que la stratégie lyonnaise ne soit bien plus maligne que ça, en tentant de recruter Mohamed Salah par les sentiments. L'Égyptien a en effet confié à Sky Sports la semaine dernière être complètement addict aux échecs. Et si c'était ça, finalement, la touche lyonnaise? Manque de peau, il parlait du jeu avec les cases noires et blanches, des dames et des rois, où l'attaquant des Reds souhaite défier le maître Magnus Carlsen. Et que ce soit des dames ou des rois, j'ai l'impression qu'on va plus en voir beaucoup dans les prochaines années à l'OL. En revanche, des pions et des fous, peut-être un petit peu plus. Si les tribunes du Groupama Stadium sont restées calmes malgré la nouvelle défaite face à Lille, la tension, elle, ne fait que monter à Porto, au Portugal, à 8 mois d'une nouvelle élection pour la présidence entre André Villas-Boas, tout récent candidat, et Jorge Nuno Pinto da Costa, sorte de Michel Drucker au bacalao qui règne sans partage sur les Dragons depuis 1982, comme l'explique Victor Martins dans sa contribution sur le site de l'Afterfoot Media. Si Villas-Boas pourrait marquer un nouvel élan et un virage moderne nécessaire face au football de demain, dans un FC Porto devenu schizophrène sous l'hégémonie certes triomphante de Pinto da Costa, 85 ans aujourd'hui, le club sombre pourtant dans la violence d'une campagne fratricide, donnant lieu à des scènes à peine croyables. Des affrontements entre partisans des deux camps, à l'origine notamment des Super Dragoes, le principal groupe ultra du club, commandé par son leader, Fernando Madureira, adepte des sports de combat et qui voue un culte à l'historique dirigeant allant jusqu'à agresser Villas-Boas et ses proches. Bon, c'est là qu'on peut se rassurer en se disant que par chance, les bureaux de tabac lusitaniens ne vendent que de la Superboc, mais ne vendent pas, donc, de munitions pour les armes à feu, contrairement à la France, où les buralistes seront désormais autorisés à vendre des cartouches à partir du 1er janvier 2024. Dommage que les matchs Marseille-Lyon et Bordeaux-Rodez se soient déjà joués sur la première partie de saison. Ça aurait pu être bien plus sympa avec cette mesure. Plus sérieusement, je vous rassure, les munitions ne seront pas vendues à n'importe qui et surtout pas à des supporters de foot avinés et violents, mais seulement à des chasseurs avinés et vieux. Finalement, il n'y a pas de bonne différence que ça, si ce n'est le soutien de Gérald Darmanin aux amoureux de la perdrix. En tout cas, beaucoup plus qu'aux supporters bordelais, qu'il a tenté d'interdire dans les travées de Charletti jusqu'au dernier moment, alors que ces derniers étaient déjà entrés dans l'enceinte. En faisant notamment appel de la décision du tribunal administratif qui avait pourtant autorisé les supporters bordelais au stade. Et David, notre black bloc au scapulaire et pull sur les épaules, lui, court toujours dans les rues de Paris. En tout cas, j'ai déjà hâte d'être au 1er janvier. Avec cette vente de munitions en bar tabac, ça nous assure une rubrique faits divers des plus remplis que jamais dans le quotidien Laine Nouvelle. Sans transition, c'était l'un des sujets majeurs de la semaine dernière, après une énième trêve internationale sans intérêt, le rythme de nos footballeurs. Alors que nombre d'entre eux sont revenus blessés de sélection, de Vinicius à Camavinga en passant par Gavi ou Zahir Emery. Un constat qui fait bondir la FIFPro et tous les autres syndicats de joueurs face à ce qu'ils estiment comme une destruction du football pour toujours plus de compétition, de matchs et de gains financiers. Une dictature des instances face à laquelle commencent à s'élever certains joueurs qui n'obtiennent pourtant que de maigres victoires. Dans le viseur, le Mondial 2022 en hiver, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions avec 4 matchs supplémentaires par équipe, ou encore le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs.
coupable d'augmenter le nombre de blessures, comme le constate Julien Froment pour France Info et Radio France. Un rythme que même les arbitres, visiblement, ne parviennent plus à encaisser, comme on a pu le voir samedi dernier avec l'arbitre international allemand Felix Bretsch, qui égalait ce week-end le record du plus grand nombre de matchs arbitrés en Bundesliga avant de se faire et les croiser en pleine rencontre à la 32e minute. Record toujours, la LFP, elle, ne cessera de nous surprendre, en laissant tomber cette saison et assez tristement le flocage arc-en-ciel, mais en instaurant un badge hexagone doré placé sur le dos du meilleur buteur du championnat. Du symbolisme pur faisant la part belle à l'irritante notion d'individualisme dans un sport plus vraiment collectif, comme l'écrit Adèle Benta sur le site de SoFoot. À moyen, surtout pour la LFP, du moins elle le pense, de tenter de capter une nouvelle génération de fans bercés aux stats NBA et de stimuler les joueurs entre eux face à l'ennui de la Ligue 1 avec cette course à l'autocollant. Mais un gadget qui divise, par sa starisation des attaquants au détriment du collectif et des autres joueurs. Surtout que bon, niveau suspense, lancer ça en pleine saison avec Kylian Mbappé, ça semble quand même un peu compromis cette histoire. En tout cas, s'il y en a bien un dont le parcours ne ressemble en rien à celui du petit prince de Bondy, c'est Eddy Thomas, le milieu offensif du Stade de Reims. Un parcours cabossé que nous raconte Luc Agege dans les colonnes de l'équipe. Celui d'un international maltais qui ignorait ses origines avant que la fédération lui confirme l'existence d'un aïeul local, lui permettant ainsi d'endosser la tunique de Lille dès 2020. Un jeune éloigné des centres de formation français pour sa petite taille, passé par Boulogne-sur-Mer et le Red Star en national, où il a fini par se faire un nom, avant de rejoindre à la surprise générale l'Union Saint-Gilloise, alors en 2e division belge, pour monter puis exploser en même temps que le club en Jupiler Pro League. Une trajectoire hors du commun pour celui qui n'évolue encore qu'en 4e division du côté de Hyères dans le Var à seulement 20 ans, alors qu'il enchaînait à ce moment-là les entraînements quotidiens et son travail de chauffeur-livreur de 5h à 13h. Ouais. Faut pas en faire des caisses non plus. Au PSG, nous aussi, on avait Ander Herrera qui faisait chauffeur pour arrondir ses fins de mois. Et on n'en faisait pas toute une histoire. Mais bon, pour Teddy Thomas, en tout cas, le foot, c'est clairement mieux maintenant qu'avant. Alors messieurs, un petit effort. Je vous prescris un peu de Bauer et tout ira mieux. Ah, évidemment, on sera à Bauer samedi, Flo, pour la dernière en Rino Della Negra. Et tu sais d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a une clause dans le contrat de Teddy Thomas Reims devra payer 2 millions d'euros s'il gagne la Ligue des Champions. Ouais, mais ça, c'est vraiment une clause Football Manager, quoi. Parce que vraiment. C'est exactement ça. D'ailleurs, petite promo avant les recos, il y a le Club des 5 qui fait une émission en live de Bauer. J'ai vu. Tu seras là samedi ou pas, David? Non, même si le Red Star, c'est à Bauer. Non, je serai pas. Voilà, exactement. Mais oui, j'ai vu qu'il faisait une petite émission que je regarderai du coup en différé parce qu'on sera au stade avec Flo. Enfin bref. Bon messieurs, revenons sur cette première partie. Thibaut, tu entames ta démonstration en parlant de la question de la transmission. Tu estimes aujourd'hui que le football est omniprésent avec de plus en plus de public, qu'il est un phénomène massif et qu'il est donc étrange de se poser la question de savoir quel football nous allons laisser à Michel Drucker. Tu évoques la différence entre transmettre et consommer. Après la consommation, il ne reste rien. Plus on consomme le foot, moins on le transmet. On produit des spectacles, mais pas de culture. Et tu cites Hannah Arendt en disant que le monde de l'œuvre est quelque chose qui reste, ce qui est caractéristique du monde de la culture. Et pourquoi faire du football la durabilité, c'est le concept important. La durabilité. D'accord, la durabilité. Et pourquoi faire du football un objet de culture parce que d'abord, il permet parce qu'il est défini par 2 éléments, la mémoire à travers les compétitions et les langages qui formalisent la mémoire justement, et qu'en ce moment on perd la mémoire et le langage, donc on ne transmet pas. La transmission est pour toi le vocabulaire de la mécanique, un mouvement qui passe d'une pièce à une autre, c'est une énergie, et le football est une énergie qui permet de faire passer les habitudes, et transmettre le football, c'est reconquérir les habitudes, ce qui est très important pour toi. JB, tu dis que le football a été créé par les pauvres et volé ensuite aujourd'hui par les riches, que sont les États. Ta première angoisse n'est pas sa disparition, mais sa trop grande transformation. Le terrain ne suffit plus, il est débordé par sa toute-puissance. On va transmettre à nos plus jeunes un football d'influenceurs et de géopolitique. À force d'en parler, tu estimes qu'on a oublié de le regarder, que le football de highlights n'intéresse pas plus que sa financiarisation qui détourne l'intérêt du football, et qu'on préférait transmettre aujourd'hui la passion du jeu. Tu cites évidemment la Première Ligue comme l'exemple de tout ça. Et je m'embrouille dans mes fiches, et voilà. Et il faut, pour toi, laisser de nouveau la place aux footballeurs plutôt qu'aux comptables, retourner à un football plus local, et il ne faut en rien céder aux caprices de la Super League et de la Coupe du Monde à 48. David, tu parles d'un football de plus en plus capitaliste, mais pourtant dans lequel on essaie de minimiser l'échec, alors que l'échec est selon toi important dans le sport. Tu donnes 3 exemples de réduction d'échecs. D'abord dans le football de nation, avec le passage d'une Coupe du Monde à 13 en 1930 à 48 en 2026, qui représentera donc 22% des nations. Tu es
on est passé selon toi d'une compétition d'élite à une compétition très large pour des objectifs électoralistes. Et c'est justement pour, selon toi, la rareté qui crée les souvenirs. Tu parles de Bulgarie 93, tu parles de l'Ukraine 2013, et tu estimes qu'il y a une baisse des seuils d'attente. Et tu cites aussi ces exemples de réduction. Enfin, dans tes exemples de réduction de l'échec, tu parles évidemment du football de club avec le système de parachute en première ligue. Tu estimes qu'on a créé une ligue fermée au sein même du championship. Et tu cites aussi l'exemple de la gouvernance de la LFP avec notamment le barrage de play-off. Tu estimes qu'il y a un cloisonnement par le format, donc, avec ce barrage, et aussi un cloisonnement par l'argent avec la répartition de CVC et la nouvelle redistribution des droits TV. Et tu penses que on se souvient tu estimes qu'on se souvient dans le foot aussi et surtout grâce à l'échec, qu'il faut aussi réhabiliter l'échec et que justement ces mesures vont dans l'autre sens. Eh bien, je vous propose qu'on ait une petite discussion sur ce que vous avez dit dans cette première partie, les gars, et je vais laisser du coup Thibaut rebondir sur ce qui a été dit. Il y a un concept qui, je crois, qu'on peut importer. Alors, c'est un livre que je suis en train de lire, qui vient de sortir, de Bruno Patino. Il appelle ça la submersion. Le titre du bouquin, il fait référence, en tout cas le début, j'ai pas continué, mais pour avoir lu ses autres ouvrages, je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et il évoque tout l'enfer de la captologie, l'enfer de l'attention, qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus s'arrêter sur un objet, qui est sans cesse sollicité par l'idée que on ne vit plus une seule journée dans 24 heures, mais plusieurs. On est à la fois ici et ailleurs, on est à la fois sur notre téléphone et avec quelqu'un d'autre, on est dans une conversation puis une autre, puis une autre, puis une autre. On est sans arrêt, nos esprits sont sans arrêt sollicités. On est en réalité jamais concentré. Hein. Il faut entendre la concentration comme l'idée d'un recentrement. On n'est jamais concentré sur notre action, on est toujours décentré, on est toujours fragmenté. Et la submersion, c'est la sensation je crois vraiment qu'il faut prendre au sens quasiment météorologique du terme. C'est l'idée que c'est une vague qui va nous engloutir complètement. Et c'est cette sensation d'être englouti par les sollicitations et d'être incapable de choisir. La submersion, c'est cette incapacité qu'on a, le résultat d'une impossibilité à choisir. Dans une émission sur RMC, j'avais évoqué l'histoire de l'âne de Buridan. Cet âne qui avait été placé par mourir de faim, entre deux. Alors il y a plusieurs versions, mais il y a la version entre deux bottes de paille ou entre une botte de paille et une auge d'eau. Enfin, peu importe. L'âne hésitant, il ne sait pas par où commencer et finit par mourir sur place. C'est un peu ça la submersion, c'est l'idée que cette fois-ci il n'y a pas deux bottes de paille, mais des centaines de millions de bottes de paille qui viennent nous submerger. Et je crois que le football, s'il doit mourir de quelque chose, il mourra d'un excès de sollicitation, d'un excès de visibilité, parce que l'excès de visibilité empêche la mémoire de stabiliser ce qu'elle voit. Et je crois vraiment que un des risques du football, c'est l'idée que il cherche trop à être vu, alors qu'en réalité, il faudrait qu'on l'oublie un peu pour pouvoir l'apprécier d'autant plus. J'aimerais, c'est très difficile parce que quand vous avez une journée de championnat, vous avez un match, par exemple hier soir, ça a pour moi été au moins 20 minutes de réflexion, savoir est-ce que j'allais regarder le Betis, je ne sais plus quel match. En Liga, le Lyon-Lille, bon, le Betis Las Palmas, c'est 1-0 pour le Betis, ou le Lyon-Lille, ou alors est-ce que j'allais lire mon Panenka, dont je parlerai tout à l'heure, ou j'allais lire mon SoFoot, ou j'allais lire quelque chose. Ça a été très compliqué de choisir, et finalement... J'espère que tu n'as pas choisi Lyon-Lille. Hein. Non, j'ai choisi de lire, finalement. Et je me suis dit que, paradoxalement, moins on voit de matchs, je devrais pas dire ça, parce que je suis censé tous les regarder, mais moins on regarde de matchs, plus on connaît le football. Parce que plus on a de recul, en fait. Et que ce qui tue l'attention, c'est l'excès de présent. L'excès de la succession de présent, pas l'excès de présent, parce que, à la limite, si on était concentré sur ce qu'on faisait, mais la succession de présent sans aucun temps mort, sans aucun moment de réflexion. Et je crois que ce qui permet, on le voit bien en pédagogie, ce qui permet à l'esprit d'imprimer quelque chose, c'est véritablement le langage, et c'est le langage et la mémoire. Et pour que la mémoire imprime quelque chose, comme des tablettes, il y a des
des métaphores d'Aristote ou de Locke aussi. C'est l'esprit comme une tablette. Vous savez, les tablettes, c'était dans l'Antiquité, ce sur quoi on écrivait qui était une espèce de tablette d'argile dans lequel avec un stylet, on écrivait dans la tablette, et ensuite ça se solidifiait et ça faisait ce qu'on appelait ensuite des tablettes. Et donc il y a une image chez Aristote qui dit l'esprit un peu comme une tablette, comme c'est celle dans laquelle on va aller inscrire des lettres à l'intérieur de quelque chose qui est déjà souple. Là, le problème, c'est que nos esprits se rigidifient. Ils sont plus capables de rien absorber parce qu'ils sont tellement sursollicités qu'ils sont submergés. Et la première réflexe face à la submersion, c'est la paralysie. Et donc, ce qui, moi, m'inquiète dans le football, c'est qu'on soit devenu, à force d'avoir tellement le choix, d'être devenu incapable de ne plus rien retenir. Quelqu'un voulait réagir là-dessus, les gars? Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est au contenu qu'on a dans l'équipe. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois la presse quotidienne qui est confrontée, et même la presse de football qui est confrontée à ça. C'est-à-dire que c'est là où la revue de l'after apporte quelque chose. Ce qu'apporte plus SoFoot pour moi depuis un bout de temps, c'est justement ce temps, ce pas de recul et cette capacité finalement à respirer pour mieux comprendre ce qu'on regarde. On en parlait avec Flo, mais si je vois la dernière victoire du Paris Saint-Germain, par exemple, pour moi, elle a eu véritablement aucun intérêt. Et c'est encore un de ces matchs que j'ai regardé avec 2 écrans en faisant autre chose. Alors que c'est mon club, etc. Bon. Et le lendemain, quand j'ai lu les quelques lignes qu'il y avait dans l'équipe, j'avais l'impression consternante que non seulement j'avais quelque chose qui était encore plus pauvre que ce que j'avais vu, qui était déjà d'une rare pauvreté, et que j'avais aucune clé de compréhension pour m'expliquer pourquoi c'était pauvre alors qu'il y avait un score de 5-2. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette impasse-là. Alors à mon avis, on va trouver une solution, où on va aborder le rapport autrement, c'est-à-dire ça va ressembler à la NBA, c'est-à-dire on va enchaîner 80 matchs, et puis on va se dire, il y a des stats. Je suis pas sûr que la voie soit la bonne, mais c'est assez intéressant de t'entendre Thibaut présenter comme ça les choses. J'aime bien moi ce qu'écrit Patino, et sur la submersion, on est tout à fait là-dedans. Qu'est-ce qu'on va transmettre et laisser finalement au petit Michel derrière, qui fasse pas comme le petit Grégory, qui se retrouve pas finalement noyé et retrouvé au fin fond de la Bologne. Oh, waouh. Référence 80s, allez, 3e degré, voilà. David? Non, mais alors moi je comprends complètement ce que vous dites. Je pense qu'on n'est pas encore rentré dans l'ère du choix. En fait, on est submergé par le nombre de matchs. On est submergé par le nombre d'absolument tout. L'offre culturelle n'a jamais été aussi énorme en fait. Mais on a un peu ce sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir tout regarder. Alors que finalement, c'est un choix en fait qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout regarder, on n'est pas obligé, on peut très bien choisir, on peut très bien segmenter. Mais tu vois, pardon David, mais par exemple, ce qui est curieux de ce que tu dis, JB, c'est que pourquoi est-ce que tu le regardes quand même le match? Oui, c'est ça que je veux dire en fait. Pourquoi c'est exactement si difficile. Pourquoi c'est exactement en fait là où c'est si difficile de lâcher. Alors, c'est justement parce que je pensais y prendre du plaisir et qu'au bout de 10 minutes, j'ai retrouvé finalement les mêmes failles. Et non, c'était un bon match, j'espère. C'était un bon match, moi je l'ai trouvé. J'ai pas forcément apprécié ce que j'ai vu. Mais après, c'est une question très personnelle. C'est peut-être aussi ma subjectivité. Il y a des films. J'ai tendance à regarder maintenant les matchs de foot un peu comme je regarde les films, c'est-à-dire que en les regardant vraiment autrement. Et en biais, j'ai pas aimé la proposition de Luis Enrique. J'ai pas aimé la manière de jouer. J'ai pas aimé. Mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui retient en fait? C'est là où il y a de la nostalgie d'abord. Ensuite, il y a de l'habitude. Il y a aussi le fait que derrière, j'avais d'autres possibilités largement. Et je voulais vraiment me prendre du temps pour regarder un match. C'était le seul moment que je me suis gardé pour moi, en me disant, j'ai peut-être trouvé du plaisir sur un match où il y a à avoir un vrai intérêt, une vraie opposition. Ça a été une catastrophe. Mais est-ce que tu l'as regardé dans des bonnes conditions, en fait, si tu veux? Parce que moi, de temps en temps, je me gâche le match en m'ouvrant volontairement aux sollicitations extérieures. Le téléphone, le bouquin, l'environnement, en fait. Ah là, j'étais tout seul. Moi, si je devais faire un point nostalgie, c'est vraiment, alors bien évidemment, ça, le phénomène de rareté rentre en jeu, mais c'est aussi que je ne regarde
ou en tout cas pas assez, les matchs dans les conditions où je les regardais avant. C'est-à-dire que donc il y a bien évidemment cette notion d'attente qui fait que il y avait une espèce de frénésie, j'étais concentré, tous mes sens étaient en éveil, voilà. Mais maintenant, en fait, la sursollicitation et la régularité de l'amoncellement de matchs fait que bon bah si je suis pas à 100% dans un match, c'est pas grave puisque de toute façon, je pourrais toujours voir le prochain. Mais est-ce que nous, en fait, si tu veux, est-ce qu'on aborde correctement le football et le choix que nous avons? Je pense qu'on est aussi coupable, Alors, quelque part. tu vois, c'est là où il y a une autre question, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi parce que pendant un temps, j'ai eu à parler du PSG assez fréquemment avec PU et avec Paris d'autres gens, et United. donc systématiquement, ouais, Paris United, et à chaque fois on m'y renvoie. Mais est-ce qu'on peut se permettre, parce que ça c'est un débat, je crois que c'était Daniel Riolo qu'on avait parlé dans une des émissions de l'After, où on lui reprochait de ne pas regarder tous les matchs. Et il expliquait qu'il faisait des choix et que ces choix, il les assumait. Derrière, j'ai presque envie de dire que il y a presque une obligation de la regarder pour être sûr de parler et de savoir d'où tu parles, alors qu'on aurait par moment envie de pas y aller, de pas regarder et dire stop, quoi, laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que c'est presque professionnel. En tout cas, là, je voulais mêler le professionnel et le personnel en me disant, voilà, je vais préparer Newcastle derrière et avec ce que ça implique. Et ça m'a gâché ma soirée. Ce qui est très bizarre, c'est qu'un. Déjà, est-ce que connaître le football, c'est voir des matchs? Est-ce que c'est regarder les matchs? C'est exactement ça comme question. Moi, je peux te dire, ouais, nous, on fait des émissions de Poteau Carré où toutes les 2 semaines, on présente une équipe un peu en vogue dans les 5 grands championnats. Je crois que les 3 dernières équipes qu'on a présentées, j'ai même pas regardé un match de la saison. Et pourtant, on a T'es mauvais dans les émission de émissions 45 aussi. minutes. Oui, c'est vrai. T'es mauvais dans les émissions. Excellent, excellent teasing en tout cas pour. Non, mais voilà. Mais oui, effectivement, c'est une question vraiment paradoxale parce que à première vue, on peut pas envisager de parler de football sans parler de match. C'est absurde en fait de parler de football sans parler de match. Le problème, c'est qu'on arrive dans une situation tellement paradoxale où l'excès de match rend impossible de parler de football. Plus il y a d'événements, plus il y a de compétitions, Plus il y a de commentaires, plus on a de mal à en parler, plus le commentaire se substitue en fait à la culture, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre la différence entre la transmission et la consommation, je pourrais même dire la transmission et la communication. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'excès de parole, mais de paroles inutiles. Et ce qui fait que on a un rapport très bizarre avec un match. Moi, ça m'arrive très fréquemment où c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Je me dis, mais si je le regarde pas, je vais rater quelque chose. C'est la FOMO. Et c'est cette idée que tu vas rater. C'est comme il y a une fête, t'es pas invité à cette fête, et c'est toujours quand t'es pas invité qu'il se passe toujours les meilleurs trucs, tu vois. C'est vraiment, tu dis, je vais le rater. Et donc, me mettre dans une situation qui consiste à se dire, je vais volontairement ne pas y aller, c'est-à-dire ne plus subir la situation comme étant une situation contraignante, quitte à regretter après, plutôt assumer le fait que je ne le regarde pas. Sauf que ça, je l'assumerai difficilement publiquement. Parce que si tu dis ça, personne t'écoute. Parce qu'on considère que la culture foot, c'est la culture des matchs. Or, je crois que la culture foot, c'est finalement l'inverse des matchs. C'est pas les matchs, en fait. La culture foot, c'est les matchs, mais c'est surtout le souvenir, l'articulation, la structuration de l'esprit, cette capacité que tu as à te souvenir de ce match en tant que jalon de quelque chose. Et ça, c'est difficile parce que tu peux pas, c'est comme les gens qui aiment la gastronomie mais qui font pas la cuisine, tu vois, c'est absurde en fait. Il y a forcément un moment où tu es confronté et c'est ça le paradoxe, c'est que tu es sans arrêt dans cette espèce d'aller-retour. Et c'est vrai que c'est une question que moi je me pose tout le temps parce que pour un problème très simple qui est un match, c'est du temps. Que tu peux pas réduire. C'est du temps. Et c'est tout le problème. C'est la différence entre le temps et la durée. La durée, chez Bergson, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus créatif, etc. Le temps, c'est le temps du sucre qui se dilue dans une tasse de café. C'est quelque chose que tu peux pas réduire. Tu peux pas réduire. Et ce temps-là, on sait pas quoi en faire. Parce que c'est vraiment la difficulté du match, c'est ça, en fait. C'est le temps. Et sauf que il faut que tu vives le temps pour vivre le match. Parce que c'est pas la même chose de regarder un résumé. Sinon, tu rates que des résultats ou des résumés. C'est tout le problème des highlights et du match. Parce que regarder le football, c'est parfois s'ennuyer, c'est vivre ces 90 minutes. Et c'est ce qui rend la chose
très difficile et très paradoxal parce que c'est même l'expérience de l'ennui, c'est l'expérience du football. Donc pour moi, pour l'instant, c'est une énigme. Hein. J'ai pas résolu ce Mais problème-là. tu sais Parfois, que, mais tu sais j'essaie. que ça va te rassurer en fait, puisque je parlais à Samuel Vasselin, donc on est allé voir le match du Paris FC ensemble, qui fait partie du Club des 5, qui est un membre fondateur du Club des 5, et lui me disait que même parmi leur génération, donc des vrais commentateurs, que ce soit Walid, que ce soit Elton, que ce soit, ils commencent à se poser la question en fait, à arriver à satiété du commentaire. À se poser la question, est-ce que nous, on va continuer à faire du débrief, du Alors que c'est commentaire, des malades, eux, hein. alors que mais eux, ils me disaient, écoute, franchement, c'est même pas une question d'audience, on commence à se poser la question parce on est usé du commentaire, en fait. On est usé du débrief. Donc ça commence aussi à pénétrer, tu vois. Tu sais, il y a un truc, juste un mythe chez Platon, le mythe de Teut dans la fin de la République. Il raconte l'invention de l'écriture. Et Platon raconte que l'écriture a été inventée pour soulager l'esprit des hommes, pour qu'il n'ait plus à se souvenir, pour qu'il puisse. Et la culture, c'est d'abord une certaine manière d'oublier, en fait, de sélectionner. Ce que tu vas écrire, le reste, tu peux l'oublier. Donc ce que tu n'écris pas, tu peux pas t'en soulager. Effectivement, quand tu sans arrêt dans des images comme ça, et que tu es sans arrêt confronté à des événements, que tu n'arrives pas à les poser et donc à les hiérarchiser, c'est là où tu te noies, où tu te crames. Mais surtout que la culture de l'avis permanent, en fait, si tu veux, c'est épuisant. Enfin, tu vois, Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi, je retrouve là le même niveau de fatigue mentale que celui que j'avais quand j'étais journaliste cinéma et que je voyais 300 films dont 90% étaient médiocres par an. Et où à un moment donné, j'ai dit stop parce que je pouvais plus. Et là, je retrouve ça avec le foot. C'est-à-dire que il y a ce niveau de saturation là où avant c'était un plaisir, un loisir et autre chose. Il y a un vrai soupir. J'ai presque pris plus de plaisir à regarder, et c'est honteux parce qu'intellectuellement en plus c'est problématique, plus de plaisir à regarder le PFC contre les Girondins qu'à regarder le PSG gagner. Parce qu'il y a l'exotisme. Bon, après, il y a l'idée d'exotisme aussi. Ouais, alors après, voilà. Quand tu changes. Mais pour autant, quand on est fan d'un club, on s'arrêtera jamais de regarder notre club. Mais C'est ce que parfois, tu disais c'est tout à dur, l'heure, tu ne sais d'accord. pas pourquoi tu as regardé le match contre Monaco, mais tu l'as regardé. Ça rythme, il y a ce que disait Thibaut, la Ouais. force de l'habitude, mais il y a aussi, c'est le rythme de notre semaine. Enfin, moi, je sais où j'en suis dans ma semaine le mardi ou le mercredi parce que je sais que ce soir, il y a Ligue des Champions. Je sais que je bloque mon créneau du samedi, du dimanche ou du vendredi soir. Ah, t'as à pas l'heure encore où le d'enfant, PSG toi. Comment T'as pas encore C'est vrai que d'enfant, le seul vrai rival du football, c'est l'enfant. c'est l'enfant. Je te garantis, c'est l'enfant. Tout le reste, même une change meuf, t'arrives à te débrouiller. Franchement, Mais une c'est bonne l'enfant, bière en à la fait. place d'un match de foot, ça fait pas mal. Hein. Mais non, mais c'est dire comme c'est structurant, en fait. C'est-à-dire que t'as un enfant, ça veut dire que t'es père. Donc ça veut dire que t'as un truc qui en toi-même a changé. Et que effectivement, le seul moment où tu vas déroger à cette règle-là, c'est parce que tu vas devenir père. Et c'est précisément à cette personne-là que tu vas vouloir ensuite transmettre ce truc-là. Et qu'il y a quelque chose d'extrêmement structurant. Ce que j'ai sur les habitudes, il faut prendre vraiment au sens propre. C'est vraiment comment tu construis, comment tu habites en construisant du même, en fait. Tu construis du même. Et c'est comme ça que tu te construis. Parce que l'habitude, à la fois, t'aliène et en même temps te libère de l'inconnu. Et donc, et vraiment, je crois que on ne peut comprendre la force aliénante du football que le jour où on devient père de famille. Et là, on se rend compte, comme on était aliéné avant, ou finalement comme on était libre avant. Déjà, avant j'avais du temps, je pourrais regarder plein de matchs. En fait, tu étais encore plus aliéné que maintenant. Tu étais beaucoup plus aliéné au football que maintenant. Et finalement, quand tu as des enfants, tu te rends compte que là, tu es obligé de choisir et que tu te rends compte que le temps, un match, c'est du temps et que ce temps-là, tu vas pas le dédier à autre chose. Donc et qu'entre la Reine des Neiges et le PSG, bah, par moment, tu vas vers le PSG, mais tu dis que finalement, la Reine des Neiges, c'était peut-être et pas ta si fille mal. va regarder la Reine des Neiges 15 Donc, fois, comme toi, tu regardes le PSG c'est 15 ça. fois de suite. Olaf, Ouais. dédicace. Même si la mienne, elle aime pas la Reine des Neiges. Est-ce qu'il y a Ouais, un mais père toi, de t'as de la famille qui veut chance. rajouter quelque chose? Ah bah vas-y. Non. Est-ce qu'il y a un père de Ah, famille qui veut rajouter quelque chose Non, avant moi de je trouve que c'est conclure bien les- qu'on finisse. Non. sur Olaf? Ouais. Très bien. Eh ben, merci les gars pour cette émission qui m'a un peu conforté dans notre positionnement avec 11e art quand même, parce que c'est vrai que on regarde pas tant de matchs. Moi je que regarde ça. beaucoup de matchs. Hein. Moi je regarde Je sais. beaucoup de matchs. Et j'aime ça, j'adore ça moi. Ouais, Ouais, je sais pas comment tu fais. Moi. ouais. On va quand même clôturer avec nos petits trocos les gars. Et ben, je vais garder le même ordre que d'habitude. Et donc je vais lancer Thibaut. Panenka. Ouais, c'est ça. Je voulais parler de Panenka et en particulier de leur podcast, dont je parle souvent sur Twitter, Brazalete Negro. Alors évidemment, c'est pour les hispanophones. Les autres, vous avez qu'à faire espagnol.
Merci c'est- l'intégration, super, C'était j'apprécie. un podcast. En même temps, c'est pas très difficile en espagnol, il faut s'y mettre un peu. C'est un podcast qu'on appelle le true crime dans le jargon, c'est-à-dire un peu de trucs policiers et autres, mais qui va beaucoup plus loin que ça et qui existe depuis maintenant 2 ans. Les derniers, je recommande les 2 derniers, hein, en deux épisodes sur Arcane, de la Grada à la Le Tigre. Trinchera, qui est l'histoire de. Voilà, le Celui à Tigre. qui Mihailovic rendait hommage quand il marquait, c'est ça? Voilà, et l'avant-dernier sur Han Kwan-song, le footballeur nord-coréen qui a disparu, qui a joué à la Juve et qui a disparu, qui était pourquoi c'est ce podcast-là, parce que on parlait tout à l'heure de langage et de mémoire. Ce sont des gens que je commence à bien connaître, ce sont les fondateurs de Panenka, qui est un peu le SoFoot espagnol, et qui écrivent très très bien et qui ont cette science de la durabilité. Quand vous écoutez ça, vous vous souvenez de ce que vous avez écouté et vous voyez vraiment en acte ce qu'est la culture et le service que la culture rend au football quand elle s'y intéresse. Et là, vraiment, je vous encourage, ceux qui sont hispanophones, à suivre assidûment ce podcast et la revue éponyme, Panenka, qui est du même style. Parfait. JB. Alors moi, je vais un peu aller dans un autre, dans un autre angle du sport. Il y a un livre qui est sorti aux Presses universitaires de France qui s'appelle Quand l'islamisme pénètre le sport. C'est signé par Médéric Chapiteau. C'est Et son vrai nom? c'est passionnant. Ouais, ça vient de sortir. Et c'est passionnant. Et Voilà. ça traite de C'est la le manière. sport en général ou le foot? Non, le sport en général. De quoi ça peut bien parler, dis donc. Non, mais comment est-ce qu'il traite le sujet? L'idée au départ, c'est de regarder qu'il y a un impensé dans le sport et qu'on considère souvent finalement la radicalisation dans le sport et le phénomène de radicalisation comme quelque chose qui reste finalement de l'ordre de l'anecdote. Alors qu'en vérité, un des premiers terrains d'entrisme justement de la radicalisation, c'est le sport. Et c'est par le sport que ça se passe. Parce que le sport, justement, tu le disais, Thibaut, est structurant. Et à partir du moment où il est structurant, qu'il est fait d'habitude, c'est aussi une manière de faire changer une société de l'intérieur. Et donc comprendre que, par exemple, l'Arabie Saoudite est énormément investie là-dedans, ou que les mouvements tchétchènes, ce soit justement pareil des dojos, ça permet de comprendre tout ça. Donc c'est une manière de prendre un peu de recul, et ça éclaire 2-3 comportements de certains de nos footeux sur les derniers mois. On pense à Youssef Attal. Par exemple. David. Alors moi, c'est la série qui a été publiée toute la semaine dernière dans The Athletic sur les clubs en crise. C'est hyper bien fait. Vraiment, c'est hyper bien fait. Ça a fait Lyon, Hertha Berlin, Everton, Barcelone. Et très franchement, c'était très 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 solide. Ça reprend toujours la même trame, pose toujours les mêmes questions. C'est très clair, c'est bien vulgarisé. Très franchement, encore du... J'en ai un peu marre de citer The Athletic, mais en même temps, c'est très 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 quali. C'est bien, ouais. Flo. Moi, c'est un livre qui vient de sortir que j'ai acheté mais que j'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais je pense que je serai pas trop déçu. C'est le livre Maracanazo, qui revient sur la finale de Brésil-Uruguay de 1950. Respecte, Maracanazo, ça c'est. Maracanazo. Voilà. J'ai pas l'accent brésilien, tu vois, je le maîtrise pas. Non, mais Ah, c'est le livre de Lucarno Posé. Le livre de Lucarno Posé de Bien Marc sûr. Chamois, qui est le spécialiste chez Lucarno Posé du foot brésilien, qui avait déjà sorti le livre Primera Bola, sur Garrincha aussi, la biographie. Exactement. Il l'a écrit avec Jérôme Le Signe, qui est le spécialiste pour le coup chez Lucarno Posé du foot uruguayen. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, donc je vous en dirai, peut-être que je vais vous le recommander. Mais je pense que vous pouvez déjà y aller sur l'histoire de cette finale, notamment avec un chapitre, il me semble, sur Moacir Barbosa, le gardien noir de la sélection brésilienne, qui était un des premiers noirs de la sélection brésilienne, et qui a vécu un enfer après ce drame. Enfin, après cette finale qui a été un drame pour le peuple brésilien. JB, tu voulais rajouter un truc? Non, juste dire que Jérôme Le Signe était un mec super. D'accord, très bien. Et bah, écoute, si ça peut donner aux gens d'acheter voilà. c'est encore mieux. Non, ce que fait Lucarno Posé, c'est plutôt pas mal, et c'est du financement participatif. Donc, plus il y a de gens qui investissent dessus, plus ça permet de développer des projets qui, dans le monde éditorial classique, n'existeraient pas. Très bien. Et bah, je vais recommander un bouquin aussi, puisque j'ai acheté le dernier bouquin de Romain Molina sur l'industrie du football, FIFA, criminalité politique. C'est bien. Donc ça tourne un petit peu aussi. C'est bien foutu, ouais. Et en plus, c'est sympa, c'est du récit. C'est du récit, et surtout, en fait, ça revient
sur pas mal d'enquêtes qu'a fait Romain Molina, qui est quand même les aspects les plus intéressants de son travail, plutôt que de faire des vidéos YouTube sur des clubs de 3e division un peu bizarres. Mais voilà, du coup, ça revient sur pas mal d'affaires et comment surtout la FIFA agit en coulisses, les pots de vin, les trucs, etc. Si vous aimez les affaires un petit peu sordides de ce type-là, c'est bien foutu. C'est assez bien écrit et c'est assez court, donc en vrai, ça se lit rapidement. C'est vraiment un format série, hein, c'est-à-dire qu'il l'envisage comme une série de petits livres courts. C'est plutôt malin. Voilà, c'est bien foutu. Chez XUV, je recommande l'industrie du football de Romain Molina. Mais les gars, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Évidemment, ceux qui nous écoutent, vous pouvez soutenir le podcast et soutenir 11e art en faisant des dons sur notre cagnotte Hello Asso ou en nous soutenant sur les réseaux sociaux, en repartageant auprès de vos amis. Noël approche, donc voilà, si vous voulez leur faire un petit cadeau de cette recommandation, n'hésitez pas. On se retrouve, alors pas la semaine prochaine a priori, normalement. On est en vacances. Pour une nouvelle émission. On est en vacances tous la semaine prochaine, donc il y aura un petit quiz normalement sur 11e art, mais pas de Comex. On reviendra pour du coup le 11 décembre, si je ne dis pas de bêtises, avec une nouvelle émission. D'ici là, sortez couverts et portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.